Quand j'ai visé l'école polytechnique, mon père a ri aux larmes et ma sœur s'est moquée. 3 mois plus tard, pour les 60 ans de papa, une enveloppe FedEx est arrivée. Maman l'a ouverte et a dû s'asseoir sous le choc. J'ai annoncé à mes parents que j'avais postulé à l'école polytechnique, et mon père a ri si fort qu'il s'est étouffé avec son grand cru glacé. Il a dû reposer son verre en cristal sur la table de salle à manger en acajou. Il a essuyé de vraies larmes d'amusement de ses yeux. Toi? Postulé à l'X, a-t-il sifflé, le visage devenant rouge écarlate d'hilarité. Elle est bien bonne, Camille. C'est la chose la plus drôle que j'ai entendue de la semaine. De l'autre côté de la table, ma sœur aînée, Juliette, a rejeté ses cheveux blonds aux mèches parfaites en arrière et a affiché son sourire condescendant habituel. S'il te plaît, a-t-elle raillé en coupant son steak. Même moi, je ne viserai pas aussi haut, et tout le monde sait que c'est moi l'intello de la famille. Ma mère, Valérie, a simplement soupiré et m'a dit d'arrêter d'inventer des mensonges ridicules à table parce que cela lui donnait la migraine. Ils pensaient que j'étais une blague totale. Pour eux, j'étais juste la déception invisible. Je n'existais que pour servir de toile de fond terne afin de mettre en valeur Juliette et sa perfection fabriquée de toutes pièces. Mais 3 mois plus tard, au beau milieu de la somptueuse fête du 60e anniversaire de mon père, une enveloppe Chronopost est arrivée devant notre porte. Lorsque ma mère l'a ouverte par mégarde dans la cuisine, s'attendant au renouvellement de leur adhésion au golf club, ses genoux ont littéralement flanché. Tout le sang a quitté son visage. Elle a dû s'agripper au bord de l'îlot central en marbre pour ne pas s'effondrer sur le parquet en chêne massif. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait plus respirer. Elle fixait simplement la feuille de papier qui prouvait que tout ce qu'il croyait sur moi était un mensonge. Je m'appelle Camille. J'ai 28 ans et je suis ici pour vous raconter exactement ce qu'il y avait dans cette enveloppe et comment cela a absolument détruit toute leur réalité arrogante. Mais avant de vous raconter comment un simple bout de papier a brisé l'illusion dorée de ma famille, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne, mais seulement si vous aimez vraiment entendre des histoires de familles toxiques recevant le karma qu'elles méritent. Aussi, laissez un commentaire maintenant pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. J'adore voir où vous êtes tous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 10 ans en arrière, dans les banlieues huppées de l'ouest parisien, à Neuilly-sur-Seine, pour vous montrer exactement comment le cauchemar de mon enfance a préparé le terrain pour la plus grande revanche de ma vie. En grandissant dans l'une des villes les plus riches de France, la hiérarchie dans notre maison était impossible à ignorer. Mon père, Antoine, possédait une agence de marketing régionale très lucrative. Il ne nous traitait pas comme une famille. Il nous traitait comme une échelle corporative où il était le PDG et tous les autres étaient classés selon la valeur qu'ils apportaient à son image publique. Ma mère, Valérie, était sa parfaite vice-présidente. C'était une femme entièrement obsédée par les apparences du quartier. Pour elle, ce que les voisins pensaient de nous était bien plus important que ce que nous ressentions réellement. Et assise au sommet absolu de leur pyramide dorée se trouvait ma sœur aînée, Juliette. Juliette était l'enfant prodige incontesté. Elle gagnait des concours de beauté locaux et était la capitaine des cheerleaders. Elle possédait le sourire éclatant de ma mère et l'exigence impitoyable d'attention de mon père. Mais derrière les publications parfaitement soignées sur les réseaux sociaux et les mèches coûteuses chez le coiffeur, Juliette échouait lamentablement. Ses notes étaient terribles. Elle n'avait aucune éthique de travail et traitait tout le monde autour d'elle comme des moins que rien. Mais chez moi, les échecs de Juliette n'étaient jamais de sa faute. C'étaient simplement des obstacles sur lesquels mes parents jetaient des sommes massives d'argent pour les réparer. Lorsque Juliette échouait en maths en première, mes parents ne la punissaient pas. Ils engageaient un tuteur privé d'une grande université qui faisait pratiquement ses devoirs à sa place. Je veux vous donner un exemple précis pour que vous compreniez exactement ce à quoi je faisais face. Quand Juliette avait 17 ans, elle a ramené un bulletin avec un août 2020 en SVT. Elle a immédiatement piqué une crise massive dans la cuisine, pleurant que le professeur la détestait et que le stress ruinait sa santé mentale. Mes parents ne lui ont pas dit de travailler plus dur. Au lieu de cela, mon père lui a acheté une voiture neuve à 40 000 € le lendemain même. Il a dit qu'elle avait besoin d'une récompense pour renforcer son estime de soi et lui rappeler qu'elle était spéciale. C'était ça, la réalité d'être Juliette. Ensuite, il y avait moi. J'étais l'enfant invisible. J'avais 2 ans de moins que Juliette et j'ai appris très tôt que prendre de la place dans ma maison était une infraction punissable. Si j'essayais de partager une réussite personnelle, on me disait que j'étais arrogante.
Si je demandais de l'aide pour un projet, on me disait d'arrêter d'être nécessiteuse. Alors, j'ai arrêté de demander. Je suis devenu un fantôme, hantant ma propre maison. Mes notes étaient impeccables. J'ai maintenu une moyenne de 18/20 tout au long du collège et du lycée, mais mes bulletins étaient complètement ignorés. Une fois, j'ai ramené un score parfait à un concours national standardisé. J'ai laissé les résultats sur le comptoir de la cuisine, espérant que mon père pourrait dire qu'il était fier de moi. Au lieu de cela, ma mère l'a jeté dans la poubelle de recyclage parce que ça encombrait ses comptoirs en granit immaculé. Quand je lui en ai parlé, elle a juste levé les yeux au ciel et m'a dit « Personne n'aime les frimeurs, Camille ». Pendant que Juliette passait ses week-ends à faire chauffer les cartes de crédit de mon père au country club, je travaillais en double service dans une brasserie locale graisseuse. Je sentais l'huile de friture et l'eau de javel tous les soirs. Je faisais ces heures parce que je savais que mes parents ne financeraient jamais mes intérêts. Ils payaient joyeusement 500 € par mois pour les extensions de cheveux de Juliette. Mais quand j'ai demandé un nouvel ordinateur pour l'école, mon père m'a dit de trouver un travail et d'apprendre la valeur de l'argent. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai économisé chaque chèque de salaire minimum plus mes maigres pourboires jusqu'à ce que je puisse me permettre un ordinateur portable d'aile reconditionné. Il était lourd et la batterie tenait à peine la charge, mais pour moi, c'était la chose la plus précieuse au monde. C'était ma porte de sortie. Je passais mes nuits cachées dans ma petite chambre, la porte verrouillée et les lumières éteintes. Pendant que le reste de ma famille regardait des films en bas et riait ensemble, j'étais assise dans le noir, éclairée seulement par la lueur de mon écran bon marché. J'ai appris à coder par moi-même. J'ai commencé avec le HTML de base et je suis passé à Python. Je suis devenu obsédé par la modélisation de données et l'analyse prédictive. J'aimais la logique absolue du code. Dans ma famille, les règles changeaient constamment selon l'humeur de Juliette ou la colère de mon père. Mais en programmation, les règles étaient solides. Si j'écrivais le code correctement, le programme fonctionnait. S'il échouait, c'était à cause d'une erreur logique, pas parce que l'ordinateur préférait simplement ma sœur. Les données ne faisaient pas de favoritisme. J'ai commencé à construire de petits modèles prédictifs en utilisant des ensembles de données open source. J'analysais les tendances du commerce de détail et les marchés immobiliers locaux juste pour le plaisir. J'ai trouvé une immense communauté en ligne de développeurs qui valorisaient réellement mon apport. Pour la première fois de ma vie, je me sentais intelligente. Je me sentais capable. Je savais que l'éducation et la technologie allaient être mon seul billet de sortie pour échapper à leur contrôle étouffant. J'ai décidé à ce moment-là que je n'irais pas seulement à l'université, mais dans la meilleure école d'ingénieurs du pays. Je voulais m'entourer de gens qui se souciaient de l'intellect plutôt que des potins du quartier et des sacs à main de créateurs. Mais garder mes ambitions secrètes était épuisant. Je devais faire semblant d'être la fille banale qu'ils croyaient tous que j'étais. Je portais intentionnellement des vêtements amples et gardais mes cheveux attachés en une queue de cheval négligée pour ne pas attirer l'attention indésirable de ma mère. Quand mon père recevait ses riches clients pour des dîners, on me disait généralement de rester à l'étage. Ma mère disait carrément, « Camille, tu n'as pas la bonne énergie pour ce groupe. Pourquoi ne vas-tu pas simplement lire un livre dans ta chambre ?» Elle le disait comme si elle me rendait service, mais je connaissais la vérité. Je ne correspondais pas à leur esthétique. J'étais la fille brune et calme qui les mettait mal à l'aise parce que je voyais clair dans leur jeu superficiel. À l'approche de ma terminale, la pression a commencé à monter. Juliette avait déjà obtenu son bac l'année précédente, évitant de justesse le rattrapage grâce à l'intervention massive du portefeuille de mon père. Elle fréquentait maintenant une université privée ridiculement chère dans le centre de Paris. Elle se spécialisait en communication, mais se concentrait principalement sur l'intégration des cercles sociaux les plus exclusifs du campus. Elle s'était aussi récemment fiancée à un type nommé Maxime. Maxime était exactement le genre de gars que mon père adorait. Il était arrogant, bruyant, et sa famille possédait une chaîne de concessions automobiles très rentable. Mes parents traitaient Maxime comme un roi. Chaque fois que Maxime et Juliette venaient pour le déjeuner dominical, ma mère cuisinait un festin absolu. On s'attendait à ce que je mette la table, débarrasse les assiettes et fasse la vaisselle pendant qu'ils étaient assis dans le salon à boire du vin coûteux et à parler de leurs prochaines vacances. Je gardais la tête basse. Je me concentrais entièrement sur mes dossiers de candidature anticipés pour les grandes écoles. J'ai versé chaque once de mon traumatisme et de ma détermination dans mes lettres de motivation.
j'ai passé des mois à perfectionner un portfolio indépendant de modélisation de données qui présentait le logiciel prédictif de vente au détail que j'avais codé entièrement à partir de zéro dans ma chambre. Je savais que j'avais les notes. Je savais que j'avais les scores. J'avais juste besoin de survivre à la dernière ligne droite sous le toit de mon père. Je pensais pouvoir m'éclipser tranquillement vers l'école et laisser leur monde toxique derrière moi. Je prévoyais d'obtenir ma lettre d'acceptation, de demander toutes les aides financières possibles et de franchir la porte sans me retourner. Je croyais que si je restais hors de leur chemin, ils me laisseraient partir en paix. J'étais incroyablement naïve. J'ai grossièrement sous-estimé à quel point leur sentiment d'avoir tous les droits était profond. Je n'avais pas réalisé que pour ma famille, toute mon existence était destinée à être une ressource à consommer pour Juliette. L'illusion que je pourrais m'échapper tranquillement a été violemment brisée. Un mardi soir froid d'octobre, mes parents ont décidé de me tendre un piège que je n'avais absolument pas vu venir. C'était un moment qui m'a forcé à arrêter enfin de me cacher et à défendre ma propre vie. C'était le moment où la fille invisible a enfin riposté, et les conséquences allaient modifier le cours de toute notre histoire familiale. C'était un mardi soir, fin octobre, lorsque mon père a envoyé un SMS sur le groupe familial. Il disait simplement « Réunion de famille obligatoire, salle à manger, 19h précise ». Chez moi, une telle convocation signifiait que quelqu'un avait des ennuis. J'ai automatiquement supposé que c'était moi. J'ai passé tout l'après-midi à me creuser la tête pour savoir si j'avais laissé un plat dans l'évier ou si ma mère avait découvert ma réserve secrète de manuel de code. Je suis descendu exactement à 19h. L'atmosphère dans la salle à manger formelle était lourde de tension. Mon père était assis en bout de la longue table en acajou, portant son costume sur mesure, ressemblant en tout point au cadre impitoyable. Ma mère tordait nerveusement son alliance en diamant. Mais ce qui m'a confuse, c'était la vue de ma sœur Juliette et de son arrogant fiancé Maxime. Ils étaient assis de l'autre côté de la table. Juliette pleurait vraiment. De vraies larmes ruinaient son mascara coûteux. Maxime lui frottait l'épaule avec un air de fausse inquiétude profonde. « Assieds-toi, Camille » ordonna mon père. Il ne me regardait pas avec colère. Il me regardait avec l'expression froide et calculatrice qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à restructurer un département défaillant de son agence de marketing. J'ai tiré une lourde chaise en bois et je me suis assise, gardant les mains jointes sur mes genoux. « Ta sœur traverse une transition très difficile en ce moment », commença mon père, sa voix résonnant dans la grande pièce. Il a été porté à notre attention que son université ne fournit pas l'environnement de soutien dont elle a besoin pour s'épanouir. La pression académique est complètement déraisonnable et l'administration a été entièrement non coopérative. Je le fixais en essayant de traduire son baratin d'entreprise en réalité. Traduction, Juliette se faisait virer. Je savais pertinemment qu'elle avait séché la plupart de ses partiels pour assister à une retraite d'une semaine à Saint-Tropez. De plus, intervint ma mère, la voix tremblant légèrement, il y a eu un malentendu concernant les paiements des frais de scolarité de Juliette. Les fonds que nous avions alloués pour son semestre d'automne ont été accidentellement redirigés vers d'autres dépenses nécessaires. Autre traduction, Juliette avait claqué tout son argent de scolarité dans des vêtements de créateur, des vacances de luxe avec Maxime et des notes de bar ridicules au cercle privé. Elle avait essentiellement détourné son propre fonds d'éducation et l'université la mettait à la porte pour non-paiement et échec scolaire. N'importe quel parent normal l'aurait punie, exigé qu'elle trouve un travail et l'aurait forcée à rembourser. Mais dans le monde d'Antoine et Valérie, Juliette était une victime des circonstances. Nous la retirons de cette université toxique immédiatement, annonça mon père. Nous avons pris des dispositions pour qu'elle prenne un semestre sabbatique pour se concentrer sur sa santé mentale et planifier son mariage. Cependant, cela crée un grave problème de liquidité pour la famille. Nous devons payer à l'université le solde impayé pour libérer ses relevés de notes afin qu'elle puisse éventuellement être transférée dans une meilleure école. Et les mariages, comme tu le sais, coûtent incroyablement cher. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table et joignant ses doigts. Cela m'amène à toi, Camille. Nous sommes une famille, et les familles font des sacrifices les unes pour les autres en temps de crise. Un œuf froid se forma au creux de mon estomac. Je savais exactement où cela menait. Mais l'entendre dire les mots à voix haute était comme être frappé par la foudre. Nous ne pouvons pas nous permettre de financer le rétablissement de Juliette et de payer pour tes études l'année prochaine, déclara-t-il doucement, comme s'il discutait d'un changement mineur dans nos plans de dîner. Tu vas retirer tes candidatures pour les grandes écoles.
Tu t'inscriras à la petite fac publique locale l'automne prochain. Comme l'université publique est beaucoup moins chère, tu vas transférer les 10 000 € que tu as économisés grâce à ton travail à la brasserie sur le compte de Juliette pour aider à couvrir sa dette de scolarité impayée. C'est la bonne chose à faire pour ta sœur. Je restais complètement figé. Je regardais ma mère. Elle fixait la table, hochant la tête en signe d'accord. Je regardais Juliette. Elle tamponnait ses yeux avec un mouchoir, me regardant avec une expression de pur droit inné, non diluée. Elle s'attendait à ce que je mette littéralement le feu à mon avenir juste pour qu'elle ait chaud. Elle s'attendait à ce que je remette l'argent que j'avais gagné, sentant la vieille graisse et l'eau de Javel, travaillant des doubles services pendant qu'elle faisait la fête sur des yachts. Pendant 18 ans, je m'étais rétréci pour entrer dans leur moule tordu. J'étais restée silencieuse. J'avais caché mon intelligence. J'avais avalé chaque insulte et chaque rejet. Mais à ce moment précis, en regardant les personnes qui étaient censées me protéger exiger avec désinvolture ma destruction totale, la fille invisible a finalement craqué. Non, dis-je. Le mot était calme, mais il tomba dans la salle à manger silencieuse comme une bombe. Mon père cligna des yeux. Pardon ? Je ne lui donnerai pas un seul centime de mon argent, dis-je, ma voix devenant plus forte, ma posture se redressant. J'ai gagné cet argent. Juliette a dépensé ses frais de scolarité en vacances et en vêtements. C'est son problème. Et je n'irai absolument pas à la petite fac du coin. Le visage de mon père devint d'un rouge de colère profond. Tu n'as pas le choix, Camille. Tu vis sous mon toit. Tu feras exactement ce qu'on te dit. Tu es à peine une élève moyenne de toute façon. Une fac de province ou un IUT est exactement là où est ta place. Arrête de vivre dans un monde imaginaire et commence à contribuer à cette famille. Je ne suis pas une élève moyenne, ripostai-je, le cœur battant contre mes côtes. J'ai une moyenne parfaite. J'ai des scores parfaits. J'ai déjà soumis mes candidatures, et mon premier choix est l'école polytechnique. Pendant 3 secondes angoissantes, la pièce fut plongée dans un silence de mort. Et puis le son le plus cruel que j'ai jamais entendu brisa le calme. Mon père a ri. Il n'a pas juste gloussé. Il a rejeté la tête en arrière et a ri si fort que sa poitrine se soulevait. Il a attrapé son verre de vin, a pris une gorgée, et s'est étouffé avec le grand cru coûteux parce qu'il riait trop fort. Il a dû reposer le verre en cristal, essuyant de vraies larmes d'amusement de ses yeux. Toi ? Lix, siffla-t-il, le visage rouge vif. Elle est bien bonne, Camille. C'est la chose la plus drôle que j'ai entendue de la semaine. Juliette se remit instantanément de ses fausses larmes et offrit son sourire condescendant habituel. S'il te plaît, railla-t-elle, coupant la tension avec sa voix sirupeuse. Lix. Même moi, je ne viserai pas aussi haut, et tout le monde sait que c'est moi l'intello de la famille. Maxime gloussa, secouant la tête. Allez, Camille. Soyons réalistes. Tu devrais écouter ton père. Le monde a aussi besoin de gens pour servir le café. Ma mère soupira lourdement, massant ses tempes. Je l'ai fixé. Ils croyaient sincèrement que j'étais délirante. Ils étaient si profondément investis dans le récit selon lequel j'étais sans valeur que l'idée que j'entre dans une école d'ingénieurs d'élite était littéralement une comédie pour eux. Je ne retirerai pas mes candidatures, répétai-je, croisant le regard de mon père. Et je ne vous donnerai pas mon argent. Le rire quitta immédiatement le visage de mon père, son expression se durcit en glace pure. Le PDG était de retour et il était prêt à licencier un employé insoumis. Très bien, dit-il doucement. Joue à ton petit jeu. Mais laisse-moi t'expliquer comment fonctionne le monde réel, Camille. Pour finaliser tout dossier d'aide financière ou de logement étudiant, tu as besoin de la caution solidaire des parents et de leurs avis d'imposition. Si tu refuses d'aider ta sœur, je refuserai de signer tes documents financiers. Je ne vais pas perdre mon temps ni partager mes données fiscales pour une lettre de rejet de Polytechnique. Sans ma signature, tu seras disqualifié pour recevoir le moindre centime d'aide de n'importe quelle institution. Tu ne pourras pas te payer une seule heure de cours. Tu iras à la fac locale où tu feras tes valises et tu sortiras de ma maison. Il se renversa dans sa chaise, un air de triomphe absolu sur le visage. Il pensait m'avoir mis échec et mat. Il pensait m'avoir acculé dans un coin où je n'avais d'autre choix que de me rendre. Dans le système français,
un parent refusant de fournir des informations financières ou de se porter garant garantit essentiellement que l'étudiant est bloqué. C'était le sabotage financier ultime. J'ai baissé les yeux vers la table en acajou. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. J'ai fabriqué un air de défaite absolue. D'accord, ai-je chuchoté. Vous avez gagné. Juliette sourit triomphalement. Ma mère laissa échapper un soupir de soulagement. Mon père hocha la tête, satisfait que l'ordre ait été rétabli dans son royaume. Mais ce que ma famille arrogante et profondément ignorante ne savait pas, c'est que je n'avais pas postulé comme une étudiante standard. Des mois auparavant, j'avais découvert qu'en raison de la tranche de revenus élevés de mon père, je ne serais probablement pas éligible aux bourses sur critères sociaux de toute façon. Alors, j'avais contourné le système traditionnel. J'avais soumis mon portfolio de logiciels prédictifs indépendants à une bourse de mérite privée très exclusive, le programme Bourse d'excellence innovante. Cette bourse spécifique était totalement déconnectée des aides publiques ou parentales. Elle ne nécessitait pas d'avis d'imposition des parents. Elle ne nécessitait que du génie pur et indéniable. J'ai ravalé ma fierté. Je n'ai pas dit un autre mot. Je me suis excusé de table, je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je savais qu'argumenter avec eux était inutile. Je n'avais pas besoin de les convaincre de ma valeur. J'avais juste besoin de survivre les 3 prochains mois sous leur toit pendant qu'ils me traitaient comme une ratée destinée à la fac de banlieue. Pendant les 90 jours suivants, la dynamique dans notre maison s'est transformée en quelque chose de vraiment étouffant. Juliette se pavanait comme une reine qui venait de survivre à une guerre. Mes parents ont dépensé des dizaines de milliers d'euros pour planifier son mariage somptueux avec Maxime, traitant son renvoi de l'université comme une brève et malheureuse année sabbatique. Il faisait constamment des remarques désobligeantes sur mon avenir. Ma mère laissait des brochures de formation professionnelle basique sur mon lit. Mon père plaisantait bruyamment avec ses amis au téléphone sur la façon dont les adolescents ont besoin d'une dose de dure réalité pour soigner leur délire. J'absorbais chaque insulte. Je travaillais des heures supplémentaires à la brasserie. Je gardais la tête basse, calculant le nombre exact de jours avant que les décisions d'hiver ne soient envoyées par courrier. La tension dans notre maison montait lentement vers un point de rupture. Et ce point de rupture est arrivé en plein milieu du mois de janvier, le jour exact où ma mère avait prévu l'événement social de la saison. C'était la fête des 60 ans de mon père. Elle avait transformé notre maison en un espace événementiel scintillant et somptueux pour impressionner 50 de ses clients, partenaires et amis du golf les plus riches. C'était censé être une nuit entièrement dédiée à la célébration de l'ego massif de Richard et de sa famille parfaite. Au lieu de cela, c'est devenu la nuit où mon piège invisible s'est violemment refermé. 3 mois se sont écoulés avec la lenteur angoissante d'une horloge dans une pièce silencieuse. La mi-janvier est descendue sur la banlieue parisienne, apportant avec elle un froid glacial qui reflétait parfaitement l'atmosphère à l'intérieur de notre maison. La guerre psychologique pendant ces 90 jours a été implacable. Mes parents et Juliette opéraient sous l'hypothèse absolue que j'avais complètement capitulé. Ils croyaient que mon esprit était brisé et que je m'étais résigné à une vie de médiocrité. Mon père laissait négligemment des dépliants d'inscription à l'université locale sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de mon bol de petit déjeuner. Ma mère mettait un point d'honneur à discuter bruyamment du budget colossal du mariage de Juliette au téléphone avec ses amis du club, s'assurant que j'étais dans la pièce pour entendre chaque détail extravagant. Il voulait que je comprenne intimement la vaste différence de notre valeur. J'ai tout absorbé dans un silence total. Je continuais à faire mes doubles services épuisants à la brasserie, rentrant épuisé et sentant la friture, pour me retirer dans ma chambre et vérifier compulsivement mes emails et le portail étudiant. Je savais que la bourse d'excellence envoyait ses paquets d'acceptation physique mi-janvier. Chaque jour où le facteur passait devant notre boîte aux lettres sans s'arrêter, mon anxiété montait en flèche. Mais je ne les ai jamais laissés me voir transpirer. Je portais mon masque de défaite fabriqué si parfaitement qu'ils ont complètement cessé de faire attention à moi. C'était leur erreur fatale. Ils ont oublié que la personne la plus dangereuse dans la pièce est toujours celle que personne ne surveille. Le sommet absolu de leur arrogance est arrivé le 3e samedi de janvier. C'était le 60e anniversaire de mon père. Depuis des semaines, ma mère Valérie était dans un état de frénésie maniaque, déterminée à organiser l'événement social de la saison. Elle n'a absolument pas regardé à la dépense. Elle a engagé une société d'événementiel d'élite qui a complètement transformé tout le rez-de-chaussée de notre immense maison coloniale. Ils ont enlevé nos meubles quotidiens et apporté des sièges de salon modernes et élégants,
d'imposants arrangements floraux d'orchidées blanches importées, et un véritable quatuor à cordes installé dans le grand hall d'entrée. La salle à manger a été convertie en station de buffet somptueuse comprenant un bar à huîtres et une station de découpe de viande. Des serveurs en uniforme noir impeccable se déplaçaient silencieusement dans les couloirs portant des plateaux d'argent de champagne coûteux. Ma mère était complètement obsédée par le fait de s'assurer que chaque détail diffusait l'immense richesse de notre famille et sa perfection sans faille aux 50 invités d'élite qu'elle avait conviés. Ce n'étaient pas juste des amis. C'étaient les clients marketing les plus lucratifs de mon père, ses partenaires commerciaux régionaux et les membres les plus influents de leur club privé exclusif. Cette fête n'était pas vraiment pour célébrer la naissance de mon père. C'était un événement de réseautage d'entreprise calculé, conçu pour solidifier son statut de roi incontesté de son empire local. Lorsque les invités ont commencé à arriver à 19h, la maison s'est remplie de l'odeur envahissante de parfums chers et des rires forts et bruyants de gens à qui on n'avait jamais dit non de toute leur vie. Je me tenais dans la cuisine vêtu d'une simple robe noire, essayant de rester complètement à l'écart. Mais ma mère n'était pas sur le point de me laisser simplement me cacher à l'étage. Elle a fait irruption par les portes battantes de la cuisine, le visage rouge de stress et de champagne. Elle m'a toisé avec une expression de profond dégoût. « Camille, tu ne peux pas juste traîner dans la cuisine comme un chien errant », a-t-elle sifflé, attrapant un plateau argenté de noix de Saint-Jacques d'un traiteur et me le fourrant dans les mains. « Tu es membre de cette famille, et tu dois te rendre utile. Va circuler dans le salon et sers ça aux invités. Et s'il te plaît, essaie d'avoir une expression agréable sur le visage. On dirait que tu es à un enterrement. Je ne paie pas le personnel de restauration en plus pour faire des choses que tu peux facilement faire gratuitement. » Je n'ai pas discuté. J'ai saisi les bords du plateau froid en argent, poussé les lourdes portes en bois et suis sorti dans le salon bondé et scintillant. Le bruit était assourdissant. Des hommes en costume sur mesure fumaient des cigares coûteux sur la terrasse chauffée, tandis que des femmes en robe de cocktail de créateurs s'agglutinaient autour de la cheminée en bavardant. Je me déplaçais mécaniquement à travers la foule, offrant des amuse-bouches à des gens qui ignoraient complètement mon existence. Ils tendaient la main aveuglément, prenaient une Saint-Jacques et continuaient leur conversation sans même regarder mon visage. J'étais complètement invisible pour eux, juste une partie du personnel embauché, au service du grand Antoine et de sa majestueuse famille. De l'autre côté de la pièce, j'ai repéré ma sœur Juliette tenant la cour. Elle portait une robe en soie époustouflante et incroyablement chère que mon père avait achetée spécifiquement pour cette occasion. Elle s'accrochait fermement à son arrogant fiancé, Maxime, riant bruyamment à quelque chose qu'un des riches clients de mon père avait dit. Elle était complètement dans son élément, absorbant l'attention comme une éponge. J'ai regardé alors qu'elle se vantait bruyamment auprès d'un groupe de cadres de sa toute nouvelle carrière. Mon père, désespéré de dissimuler le fait qu'elle avait abandonné ses études, avait essentiellement acheté un stage prestigieux pour elle dans une agence de marketing partenaire au centre-ville. Il avait fait jouer massivement ses relations et probablement signé un très gros chèque pour s'assurer qu'elle ait un titre glamour dont elle pourrait se vanter. « Oh oui, c'est juste incroyablement exigeant », disait Juliette en rejetant ses cheveux blonds sur son épaule. Mais j'ai toujours eu un instinct naturel pour la stratégie d'entreprise. Maxime est si fier de moi. Les cadres hochaient la tête avec approbation, complètement aveugles au fait qu'elle pouvait à peine calculer une feuille de calcul basique. Alors que je naviguais dans la foule pour remplir mon plateau, Juliette m'a repéré. Elle s'est instantanément détachée de Maxime et m'a intercepté près de l'arche du couloir. Elle a regardé ma robe noire simple et le plateau de service dans mes mains, un sourire cruel et satisfait se répandant sur son visage parfaitement manucuré. « Tu t'amuses bien à jouer à la serveuse, Camille » chuchota-t-elle, sa voix dégoulinant de pitié venimeuse. « Tu devrais vraiment essayer de ne pas avoir l'air si absolument misérable. Ça gâche l'esthétique de la fête. » Elle se pencha plus près, l'odeur de son parfum coûteux me donnant légèrement la nausée. « Maxime et moi parlions justement de ta petite situation de fac de province. Il a dit que si tu promets d'être gentil et d'apprendre à répondre correctement au téléphone, il pourrait peut-être te trouver un emploi au SMIC comme réceptionniste dans l'une des concessions de son père quand tu auras inévitablement abandonné. Tu sais, puisque tu n'as clairement aucun avenir ailleurs. » J'ai serré les bords du plateau en argent si fort que mes jointures sont devenues complètement blanches. J'ai mordu l'intérieur de ma joue jusqu'à sentir le goût métallique du sang. Je voulais lui hurler dessus. Je voulais laisser tomber le plateau de nourriture directement sur sa robe en soie coûteuse et lui dire exactement ce que je pensais de son faux stage et de sa vie fabriquée. Mais je me suis forcé à rester complètement silencieuse.
J'ai pris une lente et profonde inspiration, maintenant une expression parfaitement vide. Merci pour l'offre généreuse, Juliette, ai-je dit doucement. Je ne manquerai pas d'y penser. Je me suis retourné et je suis parti avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, la laissant là, l'air légèrement déçu de ne pas avoir provoqué de réaction. À 21h, la fête avait atteint son apogée absolu. Le quatuor à cordes était passé à des reprises classiques entraînantes de chansons pop, et le champagne coulait à flots. Mon père a décidé que c'était le moment parfait pour commander la pièce. Il est monté sur la première marche de notre grand escalier incurvé, tapant une cuillère en argent contre son verre en cristal. Le tintement aigu a instantanément coupé le brouhaha. Lentement, les 50 invités fortunés ont tourné leur attention vers lui, levant leur verre en anticipation. Merci. Merci à tous d'être ici ce soir, commença mon père, sa voix grave et tonitruante se projetant sans effort à travers le salon massif. Son visage était rouge à cause de l'alcool et de l'ivresse pure d'avoir tous les yeux fixés sur lui. En regardant cette pièce, en voyant mes estimés collègues, mes partenaires les plus fiables et ma belle famille, je me rappelle ce qu'il faut vraiment pour bâtir un héritage. Il fit une pause, laissant le silence peser lourdement dans l'air, s'imprégnant de leur attention indivise. C'était un maître absolu du monologue d'entreprise. Il parla de ses débuts modestes, de son dévouement impitoyable à son agence et de son engagement inébranlable envers l'excellence. Il désigna ma mère, l'appelant son roc inébranlable, et la foule offrit des applaudissements polis. Puis il désigna Juliette et Maxime, rayonnant d'une immense fierté. Il parla de l'avenir brillant de Juliette dans l'industrie du marketing, mentant audacieusement à une salle remplie de gens sur ses résultats académiques et son potentiel illimité. Il peignit le tableau d'une dynastie sans faille et triomphante. Il ne mentionna pas mon nom une seule fois. Je me tenais à moins de 5 mètres de lui, tenant un plateau de flûte à champagne vide, complètement effacé de son grand récit. Pour lui, je ne faisais pas partie de son héritage. J'étais un échec. Il essayait activement de balayer sous le tapis. Je l'ai regardé lever son verre haut dans les airs, un air de suprématie intouchable absolue sur le visage. À la prochaine décennie de succès, déclara-t-il, et au pouvoir inarrêtable de cette famille. La foule éclata en acclamations. 50 verres en cristal tintèrent ensemble dans un chœur de célébration. Mon père sourit, descendant de l'escalier pour accepter une vague de poignées de main et de tapes enthousiastes dans le dos. Il était le roi incontesté du monde à ce moment précis. Il avait construit une illusion parfaite de perfection, et tout le monde dans la pièce l'avait acheté entièrement. Mais juste au milieu des applaudissements, juste au moment où mon père se prélassait au sommet absolu de sa propre gloire fabriquée, la sonnerie aiguë et persistante de la porte d'entrée résonna dans le grand hall. Personne n'y prêta beaucoup d'attention au début. Les invités étaient trop occupés à rire et à boire. Mais moi, je l'ai remarqué. J'ai vu un serveur du traiteur en chemise blanche impeccable se dépêcher de passer devant le quatuor à cordes pour ouvrir la lourde porte d'entrée en chêne. Debout sur le porche glacial se trouvait un coursier portant une épaisse veste d'hiver, serrant une tablette de signature numérique et une enveloppe rigide de livraison express. L'enveloppe était blanche avec un marquage violet et orange inimitable. C'était un colis Chronopost Express. Mon cœur a instantanément cogné contre ma cage thoracique. Le bruit de la fête s'est soudainement fondu en un rugissement sourd dans mes oreilles. Je savais exactement quelle période de l'année c'était. Je savais exactement quel genre d'institution envoyait du courrier prioritaire avec signature un samedi soir. Le serveur signa la tablette numérique, prit l'enveloppe et ferma la porte d'entrée contre le vent glacial d'hiver. Il se tourna, l'air légèrement confus quant à ce qu'il fallait faire d'une livraison professionnelle au milieu d'une fête d'anniversaire massive. Il repéra ma mère, qui se tenait près de l'entrée de la cuisine, et la lui remit directement. Ce simple transfert de carton de la main du serveur à la main de ma mère fut l'étincelle qui allait allumer la plus grande explosion que notre famille ait jamais connue. Le compte à rebours avait officiellement atteint 0, et ils n'avaient absolument aucune idée que toute leur réalité arrogante était sur le point d'être totalement détruite. Le serveur remit l'enveloppe à ma mère, Valérie. Elle était agacée. Elle déchira la languette en carton, s'attendant peut-être à une réponse tardive ou à une carte cadeau d'un fournisseur. Elle sortit le papier à en-tête épais de couleur crème, le sceau de l'école polytechnique était embossé en haut. J'observais depuis l'îlot de cuisine alors que ses yeux parcouraient les premières lignes. La couleur quitta complètement son visage. Ses mains parfaitement manucurées commencèrent à trembler si violemment que l'épaisse enveloppe glissa de sa prise. Elle heurta le comptoir en marbre avec un bruit sourd,
déversant 3 documents séparés et une brochure brillante sur la pierre polie. Elle laissa échapper un son étouffé, faisant 2 pas instables en arrière jusqu'à ce que son dos heurte le réfrigérateur en acier inoxydable. Elle ne pouvait pas formuler un seul mot. Elle pointa juste un doigt tremblant vers les papiers. Mon père, entièrement agacé que son grand moment d'applaudissement ait été interrompu par la sonnette, poussa les portes battantes pour entrer dans la cuisine. « Valérie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» lança-t-il, ajustant sa cravate en soie coûteuse. « Tu fais une scène. » Il suivit son doigt tremblant jusqu'à l'îlot en marbre. Il arracha la lettre principale du comptoir avec un soupir irrité. Il ajusta ses lunettes de lecture, se préparant à rejeter rapidement tout inconvénient mineur qui avait gâché son humeur parfaite. Mais alors que ses yeux se concentraient sur le texte noir net, sa posture arrogante se dissolut physiquement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il, sa voix perdant toute son autorité de salle de conseil. Il commença à lire à haute voix, complètement inconscient que les lourdes portes en bois de la cuisine étaient restées grandes ouvertes, permettant à sa voix grave de porter sans effort dans la salle à manger silencieuse qui attendait. École polytechnique, lut-il, les syllabes semblant étrangères et maladroites dans sa bouche. Il s'arrêta de lire. Le silence qui tomba sur notre maison fut absolu. On aurait pu entendre une mouche voler sur le parquet. Il fixait le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Il cligna des yeux rapidement, totalement incapable de traiter la réalité qui le regardait en face. Mais la lettre d'acceptation n'était même pas le coup le plus dur pour son ego fragile. Lentement, mécaniquement, il ramassa le certificat secondaire qui était tombé de l'enveloppe. De plus, continua-t-il, sa voix tremblant maintenant d'un mélange de choc et d'horreur naissante. Vous avez été sélectionné pour la bourse d'excellence innovante. Ce programme très exclusif couvre tous les frais de scolarité, le logement et la nourriture, et fournit une allocation de recherche annuelle garantie de 15 000 € pour votre modélisation prédictive de données indépendantes. Chaque invité se tenant près du couloir entendit ces mots exacts. Les murmures commencèrent presque instantanément. 50 des personnes les plus riches et les plus influentes de notre cercle social venaient d'assister à l'effondrement complet du récit soigneusement construit par mon père. Pendant leur passé, ils l'avaient écouté se vanter du faux stage de Juliette et de son brillant avenir. Il l'avait écouté me rejeter nonchalamment comme une gamine à problème et sans intérêt qui était destinée à la petite fac du coin. Et maintenant, en l'espace de 30 secondes, 50 personnes venaient de réaliser que la fille que Richard traitait ouvertement de ratée sans valeur était en fait une prodige de l'X entièrement financée et hautement recrutée. Juliette se fraya un chemin dans la cuisine, sa robe en soie coûteuse bruissant agressivement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, arrachant la lettre des mains de mon père. Elle lut le texte en gras et son visage se tordit en un masque de pure jalousie laide. « Non, bafouilla-t-elle, secouant la tête frénétiquement. « Non, c'est une erreur. Il n'y a absolument aucun moyen qu'elle soit entrée à l'X. Elle travaille dans une brasserie. Ça doit être une erreur administrative. » Mais le papier parcheminé épais, le sceau officiel embossé et les références détaillées à mon logiciel spécifique de vente au détail prouvaient que c'était indéniablement réel. La dynamique de pouvoir dans la pièce bascula si violemment que cela leur donna presque un coup du lapin. Mon père me regarda, debout tranquillement près de l'évier. Il était entièrement dépouillé de son autorité. Il avait été humilié devant ses pairs, exposé non pas comme un patriarche triomphant, mais comme un homme qui avait complètement échoué à reconnaître le génie vivant sous son propre toit. Les invités commencèrent maladroitement à quitter la maison. Il y avait des sourires forcés, des chuchotements discrets et des au revoir précipités. La grande fête du 60e anniversaire, l'événement social de la saison, se termina dans un embarras complet et total. Personne ne voulait rester pour assister aux retombées nucléaires. En 30 minutes, la maison fut entièrement vide, à l'exception du personnel de restauration emballant tranquillement le buffet et de ma famille debout dans le salon. Je pensais que lire cette lettre pourrait réellement changer quelque chose. Je pensais que peut-être, pendant une seule seconde, mon père me regarderait avec une fierté authentique. Je pensais qu'il réaliserait enfin à quel point j'avais travaillé dur, combien j'avais enduré, et m'offrirait de simples félicitations. J'avais tellement tort. Une fois que le dernier invité eut fermé la porte d'entrée, le choc de mon père ne se mua pas en fierté ou en excuse. Il se mua de nouveau en pure arrogance toxique. Il fit les 100 pas sur le tapis perçant, passant ses mains sur son visage, essayant de comprendre comment retrouver sa posture dominante. Finalement, il s'arrêta et se tourna pour me faire face.
Il croisa les bras sur sa poitrine, adoptant à nouveau le personnage froid et calculateur du PDG. Eh bien, dit-il, la voix plate et autoritaire, c'est certainement un développement inattendu, mais regardons la logistique ici. Puisque tes frais de scolarité et ton logement sont maintenant entièrement couverts par cette bourse privée, tu n'auras évidemment pas besoin des 10 000 € que tu as économisés, tu transféreras ces fonds à Juliette demain matin pour qu'elle puisse payer sa dette universitaire. Je le fixai, mon cerveau luttant pour comprendre l'audace pure de sa demande. Il n'avait pas fini. De plus, continua-t-il en me pointant du doigt, tu vas recevoir une allocation en espèces de 15 000 € chaque année. C'est bien plus d'argent qu'une jeune fille de 18 ans n'en a besoin pour vivre. Tu enverras à Juliette la moitié de cette allocation chaque semestre pour l'aider à payer son nouvel appartement avec Maxime et couvrir ses frais de mariage. C'est le moins que tu puisses faire considérant que tu nous as essentiellement humiliés devant tout mon réseau professionnel ce soir en gardant cela secret. Il ne demandait pas une faveur. Il dictait ses conditions. Il exigeait que je subventionne son enfant prodige avec l'argent du mérite que j'avais gagné grâce à des années de travail acharné et isolé. Il voulait drainer mon succès pour financer les échecs de Juliette. Il me regardait avec une attente absolue, attendant que je hoche la tête, que je me ratatine, que je m'excuse d'avoir réussi et que je remette tout ce que j'avais construit. J'ai regardé l'homme qui avait ri jusqu'aux larmes de mes rêves. J'ai regardé la mère qui avait jeté mes scores parfaits à la poubelle. J'ai regardé la sœur qui s'était moquée de moi à peine 2 heures plus tôt, me disant que j'étais destiné à répondre au téléphone chez un vendeur de voitures d'occasion. Et enfin, j'ai senti la lourde chaîne étouffante de mon enfance se briser complètement. Non, dis-je. Le mot était calme, mais c'était de l'acier absolu. Les yeux de mon père se plissèrent. Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai dit non, répétai-je, faisant un pas en avant. Je ne donne pas mes économies à Juliette. Je ne lui donne pas mon allocation. Je ne lui donne pas un seul centime. Vous vous êtes moqué de moi. Vous m'avez dit que j'étais une ratée délirante. Vous avez refusé de signer mes formulaires d'aide financière juste pour me saboter. Et maintenant, vous voulez voler la récompense que j'ai gagnée complètement sans vous. Absolument pas. Le visage de mon père prit une teinte violette violente. Il fit un pas menaçant vers moi, sa voix montant en un rugissement assourdissant. Espèce de petite ingrate. Si tu passes cette porte, si tu me désobéis et que tu gardes cet argent pour toi, tu es coupé de cette famille pour toujours. Tu me comprends? Je m'en lave les mains. Tu n'auras plus de maison où revenir. Tu seras entièrement seul. Il pensait que la menace de l'abandon me terrifierait. Il pensait que l'idée de perdre ma famille me forcerait à me soumettre. Il n'avait pas réalisé qu'il m'avait déjà abandonné il y a des années. Être coupé d'eux n'était pas une punition. C'était une mission de sauvetage complète. Je me suis dirigé vers l'îlot de cuisine et j'ai ramassé l'enveloppe Chronopost contenant mon avenir. Je l'ai tenue fermement contre ma poitrine. J'ai attrapé mon manteau d'hiver dans le placard du couloir. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée en chêne, laissant le vent glacial de janvier s'engouffrer dans le foyer chaud et somptueux. Je les ai regardés une dernière fois. Mon père respirait lourdement, les poings serrés. Ma mère pleurait silencieusement, pleurant la perte de son image parfaite. Juliette me foudroyait du regard avec une haine pure. Regardez-moi bien, ai-je chuchoté. Je suis sorti dans la nuit glaciale et j'ai tiré la porte fermement derrière moi. J'ai descendu la longue allée pavée et je ne me suis jamais retourné. Je suis parti cette nuit-là avec rien d'autre qu'un ordinateur portable d'aile reconditionné, quelques sacs de vêtements et une détermination inébranlable à ne plus jamais compter sur personne. J'étais entièrement seul. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais enfin libre. Mais partir n'était que le début. Je devais survivre à l'X, bâtir un empire à partir de rien, et me préparer au jour où ma famille toxique reviendrait inévitablement en rampant, car l'univers a une façon très spécifique de livrer le karma. Étage 10 ans plus tard, ils allaient marcher droit dans un piège qu'ils n'avaient jamais vu venir. Passons à l'ascension silencieuse. J'ai déménagé sur le plateau de Saclay avec exactement 2 valises, mon vieux portable et un compte en banque contenant les 10 000 € que j'avais férocement protégés. La transition d'un foyer toxique à l'environnement hyper compétitif de l'école polytechnique a été un choc massif pour mon système. Mais j'étais complètement dans mon élément. Pour la première fois, j'étais entouré de pairs et de professeurs qui valorisaient l'intellect pur plutôt que l'esthétique superficielle.
Personne à l'école ne se souciait de la marque de mes chaussures ou si je pouvais réseauter dans un club de golf. Ils ne se souciaient que de l'élégance de mon code et de la précision de mes modèles de données. Je me suis jeté dans mes cours avec un niveau de dévouement qui frisait l'obsession pure. Je traitais mon éducation comme une question de survie absolue parce que c'en était une. Je n'allais pas aux soirées. Je ne rejoignais pas les clubs. Je passais mes journées dans des amphithéâtres massifs et mes nuits enfermées au sous-sol du bâtiment informatique, survivant au café rassis et aux bars protéinés des distributeurs automatiques. Mon allocation annuelle de 15 000 € couvrait mes frais de subsistance de base. Mais je vivais de manière totalement frugale, économisant chaque euro possible. Pendant ma 2e année, j'ai réalisé que le code pur ne suffisait pas pour assurer le genre d'indépendance intouchable que je désirais désespérément. J'avais besoin de comprendre comment l'argent circulait. J'avais besoin de comprendre la stratégie d'entreprise. J'ai commencé à m'inscrire à des cours avancés de commerce et de finance. J'ai commencé à regarder l'analyse prédictive non seulement comme un puzzle mathématique, mais comme une arme commerciale très lucrative. En 3e année, j'avais développé un algorithme logiciel propriétaire conçu pour prédire le comportement d'achat des consommateurs basé sur des changements microéconomiques. C'était un pas de géant par rapport au simple modèle de vente au détail que j'avais construit dans ma chambre d'enfant. J'ai lancé le logiciel depuis ma chambre d'étudiante exiguë, opérant sous une SARL complètement anonyme. Je l'ai présenté à de petites chaînes de vente au détail régionales, leur offrant un essai gratuit de 3 mois. Lorsque mon logiciel a augmenté leur marge trimestrielle de 12%, ils ont signé des contrats de licence massifs. J'avais 21 ans, je suivais un cursus complet dans l'une des universités les plus exigeantes du monde et je dirigeais tranquillement une start-up technologique très rentable entre les cours. Je travaillais 100 heures par semaine. Mes yeux étaient injectés de sang en permanence et je dormais à peine, mais l'indépendance financière était enivrante. J'ai obtenu mon diplôme avec un semestre d'avance, entièrement sans dette et avec un portefeuille d'affaires florissant. Au cours des 3 années suivantes, j'ai agressivement développé mon entreprise de logiciels. J'ai embauché une équipe brillante de développeurs, obtenu des contrats d'entreprise massifs et délibérément gardé mon propre nom entièrement hors de la presse. Je voulais que l'entreprise soit célèbre, mais je voulais que la PDG reste un fantôme. Je savais exactement quel genre de personnes avides existaient dans le monde, et je n'avais absolument aucun désir de mettre une cible sur mon propre dos. Le gain ultime est arrivé la veille de mon 25e anniversaire. Un grand conglomérat technologique mondial a proposé d'acquérir mon entreprise de logiciels. Après 6 semaines de négociations juridiques épuisantes, le rachat a été finalisé. J'ai vendu l'entreprise que j'avais bâtie dans ma chambre d'étudiante pour 15 millions €. L'argent est arrivé sur mon compte bancaire un mardi après-midi. Je me suis assise à mon bureau en fixant l'écran, regardant les chiffres s'actualiser. 15 millions €. Je m'étais complètement et définitivement isolé du besoin d'une aide financière de qui que ce soit, pour toujours. Mais je n'étais pas prête à prendre ma retraite. J'ai pris une partie importante de ce capital et j'ai lancé ma propre société de capital risque, Venture Capital, en plein cœur de Paris, à La Défense. Je me suis spécialisé dans l'acquisition et la restructuration d'actifs technologiques et marketing en difficulté. Je suis devenu une investisseuse impitoyable et très efficace. J'ai construit une belle vie. J'ai acheté un magnifique Penthouse avec vue sur la Seine. J'ai cultivé un cercle d'amis farouchement loyaux qui sont devenus ma famille choisie. Des gens qui me soutenaient inconditionnellement, qui célébraient mes victoires au lieu de les démolir. Pendant tout ce succès massif, j'ai maintenu un contact zéro absolu avec ma famille biologique. Quand je suis parti cette nuit glaciale de janvier, je le pensais vraiment. J'ai changé mon numéro de téléphone immédiatement. Lorsque ma mère a finalement réussi à trouver mon adresse email et à envoyer des messages pathétiques et passifs-agressifs exigeant que je m'excuse auprès de mon père pour avoir été irrespectueuse, j'ai mis en place un filtre qui envoyait ces emails directement à la corbeille sans jamais les lire. J'entendais parfois des rumeurs lointaines par d'anciennes connaissances du lycée. Je savais que Juliette et Maxime s'étaient mariés lors d'une cérémonie somptueuse et ridiculement chère que mon père avait probablement financée en s'endettant lourdement. Je savais que Juliette avait finalement abandonné son stage en marketing parce que c'était trop difficile, choisissant plutôt de vivre entièrement de l'argent de la famille de son mari. Mais je m'en fichais. Ils existaient dans une vie passée complètement coupée de ma réalité actuelle. J'étais complètement en sécurité. J'étais intouchable. Ou du moins je le pensais, car l'univers a un sens de l'humour incroyablement ironique.
C'était un mardi matin pluvieux fin octobre, exactement 10 ans après la fameuse réunion de famille où mon père avait essayé de me forcer à aller à la fac de quartier. J'étais assise dans mon bureau d'angle en train d'examiner un rapport de portefeuille trimestriel, buvant un expresso frais. Mon assistante de direction, une femme très efficace nommée Sarah, a sonné à l'interphone de mon bureau. « Camille », dit Sarah, sa voix professionnelle grésillant légèrement sur le haut-parleur. « Votre rendez-vous de 10 heures est là. Les fondateurs de l'agence Sommet. Ils attendent dans la salle de réunion principale vitrée. » J'ai froncé les sourcils, affichant leur dossier numérique sur mon écran. L'agence Sommet était une agence régionale basée à Lyon. Ils étaient complètement en faillite. Leur taux de rétention client était abyssal. Leur coût d'exploitation était totalement hors de contrôle, et ils se noyaient sous des millions d'euros de dettes toxiques. Ils avaient réussi d'une manière ou d'une autre à obtenir une réunion de la dernière chance avec ma société de capital risque, suppliant pour une bouée de sauvetage de 2 millions d'euros pour éviter la saisie totale. J'ai fait défiler jusqu'au résumé exécutif pour examiner les noms des fondateurs et c'est là que mon sang s'est complètement glacé. Président-directeur général, Antoine. Vice-présidente des opérations, Juliette. Mon père et ma sœur. Ils n'avaient absolument aucune idée de à qui ils faisaient leur présentation. Parce que ma société de capital risque était strictement détenue sous une holding obscure et parce que je protégeais agressivement mon anonymat, les documents publics ne mentionnaient que les associés gérants du cabinet. Ils avaient traversé la moitié du pays, désespérés et brisés, espérant manipuler un investisseur parisien sans visage pour sauver leur empire qui s'effondrait. J'ai cliqué sur le flux de la caméra de sécurité en direct de la salle de réunion principale. La vidéo haute définition est apparue sur mon écran. Ils étaient là. Mon père avait l'air épuisé. Il avait considérablement vieilli. Son costume coûteux flottait sur sa carcasse, et il tapotait nerveusement son stylo de luxe contre la table en acajou. Juliette était assise à côté de lui, ayant l'air complètement dépassée. Elle ajustait nerveusement sa montre de créateur, serrant une présentation désespérée et profondément imparfaite. Ils avaient l'air pathétiques. Je me suis renversé dans mon fauteuil en cuir, un sourire lent et froid se répandant sur mon visage. Pendant 10 ans, j'avais bâti mon empire dans le silence total. J'avais attendu patiemment, et maintenant l'enfant prodige et le roi arrogant avaient marché directement au centre absolu de mon domaine. J'ai lissé mon blazer sur mesure, ramassé leur dossier financier catastrophique et je suis sorti de mon bureau. Il était temps de déclencher le piège. J'ai poussé les lourdes portes en verre de la salle de réunion principale. Les charnières étaient complètement silencieuses, mais mon entrée a résonné comme un coup de tonnerre dans l'espace calme. Mon père et ma sœur étaient assis de l'autre côté de la table massive en acajou, le dos tourné aux fenêtres du sol au plafond qui donnait sur les rues grises et pluvieuses de la Défense. Ils étaient tellement concentrés sur leur discours désespéré et lourdement répété qu'ils n'ont même pas levé les yeux immédiatement. Juliette organisait anxieusement une pile de portfolios financiers brillants, ses mains tremblant légèrement. Mon père fixait sa montre de luxe, le visage marqué par les lignes profondes et épuisantes d'un homme qui savait que son empire était au bord de l'effondrement total. « Bonjour », ai-je dit, ma voix parfaitement égale, portant l'autorité sans effort de quelqu'un qui possédait tout l'immeuble. Mon père a levé les yeux en premier. Il avait préparé son visage pour un sourire d'entreprise charmant et manipulateur, prêt à vendre agressivement son entreprise défaillante à n'importe quel riche cadre parisien qui franchirait ses portes. Mais à la seconde où ses yeux se sont posés sur mon visage, le faux sourire a physiquement fondu de sa mâchoire, tout son corps s'est complètement rigidifié. Il a cligné des yeux une fois, 2 fois, 3 fois comme si son cerveau rejetait violemment l'information visuelle qu'il recevait. La couleur a quitté son visage si vite qu'il avait l'air sur le point de s'évanouir là, sur le fauteuil ergonomique en cuir coûteux. Juliette a levé les yeux une seconde plus tard. Sa réaction a été encore plus dramatique. Elle a littéralement haleté, une inspiration vive et rauque qui a résonné fort dans la salle de réunion silencieuse. Elle a laissé tomber le portfolio financier brillant qu'elle tenait. Il a heurté la table en acajou avec un claquement fort, éparpillant des papiers partout. « Camille », a chuchoté mon père, la voix brisée, entièrement dépouillée de son arrogance habituelle. Il s'est penché en avant, agrippant le bord de la table si fort que ses jointures sont devenues blanches. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis dirigé lentement vers le bout de la table. Je ne me suis pas assise. Je me tenais au centre absolu du pouvoir dans la pièce, regardant les 2 personnes qui m'avaient autrefois traité comme si j'étais complètement invisible.
Je suis la fondatrice et la présidente directrice générale de cette société de capital risque, ai-je déclaré calmement. Vous êtes assis dans ma salle de réunion. Vous buvez mon café. Et vous êtes ici pour me supplier de vous donner 2 millions d'euros pour sauver votre agence de marketing en faillite. Pendant 10 secondes angoissantes, la pièce fut absolument silencieuse. Le seul son était la pluie battante contre les épaisses fenêtres en verre derrière eux. J'ai regardé leurs esprits essayer désespérément de traiter l'ampleur de la situation. Ils avaient traversé la moitié du pays pour obtenir une bouée de sauvetage seulement pour découvrir que la seule personne détenant le pouvoir de vie et de mort sur tout leur avenir était exactement la même fille qu'ils avaient chassée de leur maison en riant 10 ans plus tôt. Mon père, toujours le survivant manipulateur, a essayé de pivoter instantanément. Il a essayé de s'appuyer sur exactement les mêmes tactiques de manipulation psychologique qu'il avait utilisées toute mon enfance. Il a forcé un sourire large et écœurant sur son visage pâle et s'est levé, ouvrant les bras comme s'il allait me serrer dans une étreinte chaleureuse. « Camille, ma chérie », s'exclama-t-il, la voix dégoulinant d'une affection fausse et désespérée. « C'est absolument incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Nous te cherchons depuis des années. Ta mère va être tellement ravie de penser que ma propre fille a bâti tout ça. J'ai toujours su que tu étais destinée à une grandeur absolue. Nous sommes si incroyablement fiers de toi. Je n'ai pas bougé un seul muscle. Je l'ai juste fixé, mon expression complètement vide, laissant son mensonge pathétique et transparent pendre dans l'air froid. Tu ne savais pas que j'étais destiné à la grandeur, ai-je dit doucement. Tu as littéralement ri jusqu'aux larmes quand je t'ai raconté mes rêves. Tu as refusé de te porter garant pour mon logement juste pour me saboter. Tu as exigé que je remette mes propres économies pour financer les échecs de Juliette. Tu m'as dit que j'étais une adolescente moyenne et délirante qui avait sa place à la petite fac du coin. Ne reste pas debout dans mon bureau à prétendre que tu as cru en moi une seule seconde. Son faux sourire a vacillé, mais il était trop désespéré pour abandonner. Il s'est rassis, sa posture s'affaissant. « Camille, s'il te plaît », supplia-t-il, baissant la voix en un chuchotement implorant. C'était il y a 10 ans. J'ai fait une erreur. J'étais stressé par les finances de la famille. J'essayais de faire ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Mais nous sommes une famille. Les liens du sang sont plus forts que tout. Tu dois comprendre la position dans laquelle nous sommes en ce moment. L'agence Sommet est complètement sous l'eau. Nous avons des centaines d'employés qui comptent sur nous. Si nous ne garantissons pas cet investissement de 2 millions d'euros d'ici vendredi, la banque va tout saisir. Nous allons perdre la maison. Nous allons perdre les adhésions au club. Nous serons entièrement ruinés. J'ai déplacé mon regard vers Juliette. Elle tremblait visiblement, complètement incapable de croiser mon regard. Elle ne ressemblait en rien à l'enfant prodige arrogante qui s'était moqué de mon uniforme de serveuse. Elle avait l'air petite, pathétique et totalement vaincue. « Et quel est ton rôle dans ce désastre financier absolu, Juliette ?» demandai-je, gardant mon ton strictement professionnel. Elle déglutit difficilement, la voix tremblante. « Je suis la vice-présidente des opérations, » marmonna-t-elle. J'ai ramassé leur dossier financier catastrophique sur la table et feuilleté négligemment les premières pages. Votre taux de rétention client a chuté de 60% au cours des 3 dernières années, notai-je à voix haute. Vos dépenses d'exploitation sont gonflées au-delà de toute croyance. Vous avez mal géré des millions d'euros en salaire de base. Toute cette entreprise est un navire en train de couler entièrement à cause d'une incompétence exécutive flagrante. Nous pouvons redresser la barre, interrompit mon père désespérément, se penchant au-dessus de la table. Nous avons juste besoin d'une injection de capital. Nous avons besoin d'un partenaire. Nous avons besoin de toi, Camille. S'il te plaît, pour ta mère, pour notre héritage. Examine juste le dossier de présentation. Je te promets que c'est un investissement solide. Il fit glisser le classeur épais et brillant sur la table en acajou poli jusqu'à ce qu'il repose directement devant moi. C'était le moment pour lequel j'avais passé les 10 dernières années à me préparer par inadvertance. C'était le sommet absolu de la montagne. J'ai baissé les yeux vers la présentation désespérée et truffée d'erreurs. Puis j'ai regardé directement dans les yeux de l'homme qui avait activement essayé de détruire mon avenir. J'ai posé ma main fermement sur le classeur et je l'ai fait glisser directement de l'autre côté de la table. Toi, ai-je dit, en miroir parfait du ton moqueur exact qu'il avait utilisé à la table de la salle à manger il y a une décennie. Tu veux une valorisation de 2 millions d'euros ?
Elle est bien bonne. C'est la chose la plus drôle que j'ai entendue de la semaine. Mon père a physiquement reculé comme si je l'avais frappé au visage. Le sang a complètement quitté ses joues. Il a reconnu les mots instantanément. Le poids dévastateur de sa propre cruauté parfaitement recyclée et rendue a complètement écrasé le peu de combat qui lui restait. J'ai tourné mon attention vers ma sœur, lui offrant exactement le même sourire froid et condescendant qu'elle m'avait donné pendant 18 ans. 2 millions d'euros pour une agence en faillite, ai-je raillé. Même moi, je ne viserai pas aussi haut, Juliette. Et tout le monde sait que c'est moi l'intello de la famille. Juliette a éclaté en sanglots. Elle s'est couvert le visage avec ses mains, pleurant bruyamment, complètement brisée par la réalité que sa perfection fabriquée était finalement à court de financement. J'ai tendu la main vers le panneau d'interphone en argent poli au centre de la table et j'ai appuyé sur le bouton principal. Sarah, ai-je dit clairement, s'il vous plaît, demandez à l'équipe de sécurité de monter à la salle de réunion principale. Les fondateurs de l'agence Sommet ont terminé leur présentation et ils doivent être escortés hors du bâtiment immédiatement. Mon père s'est levé, les mains tremblant violemment. Tu vas vraiment nous faire ça? Chuchota-t-il, la voix épaisse d'une trahison complètement imméritée. Tu vas regarder ta propre famille tout perdre. Vous n'êtes pas ma famille, répondis-je doucement, ma voix dénuée de toute colère, énonçant juste un fait absolu et indéniable. Vous avez rendu cela incroyablement clair il y a 10 ans. Je suis simplement une investisseuse en capital risque rejetant un investissement terrible. Bon retour à Lyon. Je leur ai tourné le dos et je suis sorti de la salle de réunion en verre. Je ne me suis pas retourné. Je suis entré directement dans mon bureau, j'ai fermé la lourde porte en bois et je me suis assise à mon bureau. J'ai pris une profonde inspiration, m'attendant à ressentir une vague massive d'adrénaline ou peut-être une vague de colère résiduelle. Mais je n'ai rien ressenti de tel. J'ai juste ressenti un sentiment de paix incroyablement profond et accablant. La lourde chaîne invisible que j'avais traînée toute ma vie avait complètement disparu. 2 minutes plus tard, j'ai regardé sur le flux de sécurité alors que 2 grands gardes de sécurité escortaient mon père et ma sœur en pleurant du hall dans l'après-midi froid et pluvieux de Paris. Ils étaient entièrement dépouillés de leur pouvoir, de leur arrogance et de leur faux récits. Les conséquences ont été exactement aussi pathétiques que je m'y attendais. Le lendemain matin, ma boîte de réception professionnelle a été inondée. Il y avait des emails massifs et incohérents de mon père suppliant le pardon, promettant de faire amende honorable et m'offrant la totalité des parts de son entreprise inutile. Il y avait des emails frénétiques et émotionnellement manipulateurs de ma mère parlant de la façon dont une fille ne devrait jamais tourner le dos à ses parents et comment le stress ruinait sa santé. Il y avait même un email court et désespéré de Juliette s'excusant d'avoir été jalouse de moi et me suppliant de sauver son mariage parce que Maxime menaçait apparemment de la quitter si l'argent venait à manquer. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai transféré leurs adresses e-mail à mon service informatique et je les ai fait bloquer définitivement du serveur de l'entreprise. J'ai ordonné à mon équipe de sécurité de leur refuser l'entrée s'ils se présentaient à nouveau au bâtiment. J'ai appliqué la limite absolue et inébranlable que j'avais établie. 3 semaines plus tard, l'agence Sommet a officiellement déposé le bilan. La banque a saisi leur immense maison coloniale dans la banlieue riche. Mon père a été forcé à une retraite anticipée et profondément humiliante, complètement ostracisé par les riches amis du club de golf qu'il avait passé toute sa vie à essayer d'impressionner. Juliette et Maxime ont fini par avoir un divorce très médiatisé et incroyablement désordonné lorsque Maxime a réalisé qu'il n'était pas marié à une riche héritière, mais à une femme fauchée, sans emploi et sans aucune compétence réelle. Juliette a été forcée d'emménager dans un petit appartement avec mes parents et de trouver enfin un emploi au SMIC dans la vente juste pour les aider à payer l'épicerie. Ils ont eu exactement la vie qu'ils avaient essayé de m'imposer. Et j'ai eu la vie que j'ai bâtie de mes 2 mains. Si vous regardez mon histoire à travers une lentille psychologique, il existe un concept appelé l'estime de soi conditionnelle. C'est la croyance que vous n'avez de valeur que si certaines personnes vous approuvent. J'ai passé les 18 premières années de ma vie piégé dans cette croyance toxique. Je croyais que les moqueries de mon père et la cruauté de ma sœur étaient la preuve que j'étais intrinsèquement défectueuse. Je pensais que je devais me rétrécir pour être aimé. Mais ce qui m'a réellement sauvé n'était pas d'entrer à l'X et ce n'était pas de vendre une entreprise technologique pour des millions d'euros. Ce qui m'a sauvé, c'est la réalisation que je n'avais pas besoin de leur permission pour exister. Je n'avais pas besoin de leur signature financière pour prouver mon génie. Et je n'avais certainement pas besoin de leurs fausses excuses une fois que j'avais réussi. Voici ce que je veux que vous reteniez de cette histoire.
Vous ne devez votre destruction absolue à personne juste pour qu'il reste confortable. Vous ne devez pas aux personnes toxiques votre présence, votre argent ou votre pardon, même s'ils partagent votre ADN. Les limites ne concernent pas la vengeance. Elles concernent la protection. Il s'agit de regarder les personnes qui ont essayé à plusieurs reprises de vous démolir et de dire, c'est exactement là que ma vie commence et que vos dégâts s'arrêtent. Le pardon est quelque chose que vous faites entièrement pour votre propre paix intérieure. La réconciliation est une chose complètement différente et personne ne peut l'exiger de vous. Vous pouvez pardonner à quelqu'un d'être brisé tout en refusant simultanément de le laisser rentrer chez vous. Si vous êtes actuellement le bouc émissaire de votre famille, si vous êtes l'enfant invisible, celui à qui on dit constamment que vous êtes trop ou pas assez, je veux que vous sachiez que je vous vois complètement. J'ai été exactement là où vous êtes. Et je vous promets de chaque fibre de mon être qu'il y a une vie belle, massive et incroyablement paisible qui vous attend de l'autre côté du départ. Votre valeur n'est pas déterminée par les personnes qui vous ont abandonné. Elle est déterminée par la vie que vous choisissez de construire après leur départ. Yeah, the end of the game, man, it was a pretty good ending. Very, very powerful, very emotional, which is unsurprising, you know. Given all the positivity I've heard about it. But yeah. I hope you're having a fun time with you know, the story so far, the gameplay so far, things like that. Of course, Greasy. Always happy to. Let me see here. I'm replying to a message here on Discord really quickly. Okay. There we go. Replied to a message on Discord really quickly, just something that caught my attention and I wanted to write something about. But we're good to go. We are good to go. All right. Awesome. Let's see. Pragmato's been a fun ride. Has you excited to dive in every time? Hell yeah. Digging the RDR2. It's good. It's a damn good game. I am really enjoying the adventure, you know? It is something that, you know, there is a part of me where I do think the game is very long, you know, and I do think that I will be investing a lot of hours during this playthrough, you know? And so there's a part of me where I'm like, man, I wish that this game were shorter because, you know, obviously I have like probably 20 or 30 or even like 50 different video games in my Steam library that I've not yet played and that I want to experience, right? There's also including old games that I want to go back to and I want to, you know, continue playing those old games because I love them so much. But I think that, you know, even though Red Dead feels like a very long adventure, it is worthwhile. You know, the narrative is really well done. The voice acting is incredible. The scenery, the visuals, right? It's all top notch. And, you know, I don't think that there has ever been, so far in my playthrough, a singular moment where I'm like, oh man, I'm bored of this game. Oh man, I don't want to play it anymore. Like, I've never had that feeling. Not a single moment during my playthrough. So I'm really enjoying it, and I feel like, you know, once I go through the entirety of Red Dead and I finish the game, it will be something that I remember for many years to come. I think that this will be, you know, a very memorable, you know, fond kind of nostalgic experience that I look back on and I'm like, damn, I remember my first playthrough of this game. I remember how amazing it was to experience the narrative and all that, right? So yeah, no, I highly recommend it. Highly recommend it. Not a lot of games give me that feeling.
Yeah, I do agree with that. I do agree with that. For me personally, it is Souls games, and then it is certain action RPGs, right? Like the two most notable franchises that I played through and I love them very, very dearly. They remain as some of my top favorite games of all time. Is the Batman Arkham franchise and the Marvel Spider-Man franchise. I like those games. I will always love them with my heart. And they were very special games. In my opinion, I don't think I will ever forget playing those games, no matter what. So, yeah, I do think that it does take a very special type of game to leave that, immense kind of impression, once you go through it. Um, yeah, yeah. I think that, you know, I will say nowadays with the kind of modern gaming scene, there are a lot more games that are being produced, that are being released, and that are being pushed out there for people to try and people to play. And while that does increase the chance that there will be more games that have that special vibe to them, that kind of go down in history as a very maybe like era defining type game. I also do feel like there are also a lot of games out there that you know with the increase in the amount of video games being released in the modern era, there's a lot of chances for a bunch of like kind of uh slop games where you play them and you're like, meh, this is not it. This is just like very generic, very boring, right? Um, to give a very, very, very simple, very easy example, right? Um, I don't know if you actually heard about this, Greasy. Maybe you saw it on Steam, or maybe you heard about it through like social media or whatever. Um, there was like recently some really big news about Assassin's Creed Black Flag. They are releasing essentially like kind of I don't know, it's like either a remake or a remaster or something of that game. They're releasing a brand new version of Assassin's Creed Black Flag that is updated to like the modern day, video game standards, I suppose, right? I saw that announcement. I saw the news about that, and I was extremely disappointed, and I was also very, very I was very, very just like very sad about the current you know gaming industry, the way that things stand, because I don't know if you've ever played Assassin's Creed. I don't know if you have any opinions on the franchise. But Assassin's Creed, I think, was it was one of the you know one of the franchises that I feel had so much incredible potential, but then it all went to shit. It all turned out horribly, right? Um, I played all of the like original Assassin's Creed games, you know. I would say that probably Assassin's Creed 1 through 3 were like peak gaming. Absolutely incredible games that I really enjoyed. And then I played some of the more modern games, right? I played the kind of modern titles of Assassin's Creed. I think the only one that I have not played yet, I'm trying to remember. I think I did not play, so I did not play Valhalla, and I also, what else did I not play? Let me take a look. I need to check on Steam because there's like so many of them nowadays that are out.
Creed. Oh, that's right, that's right. So I never played Valhalla and I never played Odyssey. I think those were the two games that I did not touch, right? Never played those two. I loved Assassin's Creed, 1 through 3. They were magnificent. Unfortunately, after those games, the rest of the Assassin's Creed franchise just went to shit. And I feel like the franchise got completely ruined because they moved away from the focus on, stealth gameplay and assassination combat, right? They kind of changed it to be way more focused on what's it called? They changed it to be way more focused on kind of like the very stereotypical cliche action RPG combat, which is like, why? That's not, unique, that's not innovative or anything like that. It's just like, yeah, it's really fucking lame, So I do not like the direction that they went in. And I also realized one of the, biggest flaws with the entire franchise